Mesdames et messieurs, il va être temps de vous présenter l'émission de ce soir qui est toute nouvelle avec ce premier épisode introductif quelque part. Donc c'est l'Exostream. Je suis très content de enfin pouvoir officialiser, on va dire, une émission dédiée à l'exobiologie. L'exobiologie qui est la science qui s'intéresse. Les scientifiques le disent, c'est la priorité absolue. Ouais, c'est la priorité. Parler d'exobiologie, c'est le plus important. Pourquoi c'est important de parler d'exobiologie? Parce que l'exobiologie, c'est une discipline formidable. C'est une science qui est hyper intéressante. C'est la science qui étudie l'origine de la vie sur Terre et la possible existence de vie extraterrestre. Donc ça, c'est des sujets qui sont passionnants. C'est deux grandes questions, je pense, qui peuvent intéresser beaucoup de monde et qui sont assez fondamentales dans les grandes questions qu'on se pose. C'est presque de l'ordre de la philosophie. Mais justement, on va pas spécialement parler philo de ce soir, mais plutôt de sciences dites dures, en essayant de tacler ces questions. Parce que grâce au progrès qu'a pu faire l'humanité en termes de connaissances sur le monde, on commence à avoir les outils pour justement tacler ces questions qui sont extrêmement complexes et qui demandent déjà un paquet de connaissances pour essayer de commencer à y répondre. Justement, l'objectif de cette première émission, c'est aussi de poser un petit peu les bases et de parler en général de ce que c'est que l'exobiologie. De mon côté, qui suis-je pour parler de cette discipline-là? Alors moi, je m'appelle Robin Isnard, bienvenue à tous. C'est une chaîne ici de vulgarisation scientifique, tout se comprend. Donc déjà, on va essayer de tout ce qu'on va dire, essayer de le rendre accessible au grand public, à un maximum de personnes en tout cas. Si vous ne comprenez pas ce que je raconte, si ce que je dis vous paraît être du charabia et que vous êtes en mode OMG, qu'est-ce qu'il raconte, je comprends rien, n'hésitez pas à vous manifester dans le chat, soit avec des émoticônes ou des points de chaîne, ou sinon vous dites j'ai rien compris, ça va très très bien aussi dans le chat. Voilà, bon bref, on est là sur Twitch, c'est avant tout pour interagir ensemble, et pour moi mon rôle ça va être essayer de vous éclairer. La Sochen qui a compris par exemple, qui peut utiliser ce genre de trigger. Non mais blague à part, sur Twitch, le plus important c'est l'interaction, donc vraiment n'hésitez pas à faire valoir vos questions et à les répéter si je les vois pas, pour dire bah là j'ai pas trop compris ce que tu as raconté, qu'est-ce que ça veut dire ça. Si vous voulez approfondir aussi, n'hésitez pas. J'ai pas du tout réponse à tout par contre, donc je me permettrai pas d'essayer de répondre à quelque chose si vraiment j'y arrive pas. Donc je vous dirai de toute façon si je ne peux pas répondre à la question. Mais gardez en tête que ça reste une émission dédiée au grand public, donc à un maximum de personnes. Et voilà, et on est là pour passer un bon moment avant tout, évidemment. Et si vous pouvez apprendre 2-3 trucs ou comprendre 2-3 trucs, moi j'aurais fait ma soirée et on sera tous contents. Voilà. Si ça vous va. Ici, nous, on n'enlève pas nos cartons rouges ni nos sifflets. Oui, voilà. Ici, vous faites bien de me reprendre, de me corriger, de tout casser si vous voulez. De toute façon, c'est un chat, c'est Twitch, vous faites ce que vous voulez. Et bienvenue Zirofle. Eh bien, il y a pas mal de nouvelles personnes, j'ai l'impression ce soir, des pseudos que je connais un petit peu moins, donc ça fait plaisir. Robin fait de la vulgarisation scientifique, voilà, c'est ça. Là, je suis vraiment quasi à moins 100 en fait. Je connais que les gros clichés, mais cool. Donc je dirais si jamais. Et justement, tu tombes bien, parce qu'encore une fois, c'est l'épisode introductif qui va permettre de poser un petit peu des notions de base, comme son nom l'indique. Et c'est vraiment essayer de vous accompagner dans une meilleure compréhension de ce qu'est l'exobiologie et de vous faire comprendre un petit peu aussi les enjeux et les travaux, enfin disons les grandes questions que se pose la communauté des exobiologistes, entre guillemets, aujourd'hui, quoi. Parce que souvent quand on pense à l'origine de la vie sur Terre ou la possible existence de vie extraterrestre, en fait on ne se rend pas compte de tous les travaux qui sont faits derrière par les équipes de chercheurs et toutes les avancées qui ont été faites jusqu'à maintenant. Même si ça reste des questions qui n'ont pas du tout été répondues, même si c'est des questions qu'on n'a pas forcément, dont on a juste éraflé la surface, c'est ça que je voulais dire. Il y a beaucoup de travaux qui ont été menés par différentes équipes depuis des décennies déjà, donc c'est chouette de mettre un petit peu l'accent dessus et d'en parler. Non pas, l'objectif, c'est encore une fois, c'est pas de rentrer tant dans les détails des publications et d'expliquer vraiment les subtilités qu'il y a dans chacune des approches, mais plutôt de vous dresser un portrait général, quoi. Voilà. D'abord, dans cet épisode, dans cette première émission de ce soir, on va en fait faire un react
D'ailleurs, l'ensemble des émissions seront plutôt orientées React, mais ce que j'aimerais bien faire quand même dans l'émission, du coup, l'Exostream, c'est de vous proposer des contenus un peu variés quand même, et pas faire que des React tout le temps, même si on en aura beaucoup au début. J'espère, on verra comment l'émission évolue, hein, mais à l'avenir, si je peux avoir quelques chercheurs en direct avec vous sur Twitch, eh bien ça serait d'autant plus cool parce que on pourrait se focaliser sur certaines questions plus précises et approfondir voilà, certains des axes de recherche que mènent certaines équipes de recherche. Donc, voilà pour cette introduction un petit peu longue, mais c'était nécessaire pour que vous ayez une idée du contenu de la série globalement, sachant qu'on va progressivement dans chaque émission aborder un certain nombre de concepts qui vont être présents justement dans les vidéos qu'on va React. Parce que pour le moment, ça va rester du React. Et encore une fois, je le répète, ce React va peut-être évoluer vers des invitations de chercheurs plus expérimentés pour approfondir les sujets. Alors ce que je vous propose, pour commencer, c'est aussi vous présenter notre principal support pour cette émission. On a un support justement, c'est ce sur quoi je me base vraiment pour avancer avec vous dans la compréhension de l'exobiologie. C'est un site internet en particulier que je vais encore prendre le temps de présenter parce que c'est celui-là qu'on va utiliser et qui a du sens, sur lequel on va justement React. Alors, voici le site en question. Je vais juste mettre... Voilà. Bien configuré comme il faut. Astrobio Éducation, donc c'est un site qui est disponible pour tout le monde en réalité, hein. Je n'ai pas du tout la main mise sur le site internet. D'ailleurs, je vais vous partager tout de suite dans le chat le lien. Hop, Astrobio Éducation. C'est un site internet qui a été mis en place, il me semble, par Laurence Honora, si je dis pas de bêtises, qui est une femme qui est beaucoup impliquée dans la médiation scientifique en général, qui assiste souvent à des conférences grand public et qui les filme et pour les retranscrire après sur sa chaîne YouTube. Et elle est pas mal dans les réseaux justement de communication des événements scientifiques pour essayer de tout simplement sensibiliser le grand public à la science en général. Donc elle participe pas mal à des colloques à droite à gauche pour en faire des vidéos et laisser une trace médiatique sur internet. Donc voilà, il y a sa chaîne YouTube Laurence Honora si vous voulez aller voir. Et bref, tout ça pour dire qu'elle a, via ce site-là, qui est Astrobio Éducation, que je vous ai partagé dans le chat, via ce site, elle a compilé, on va dire, un ensemble de vidéos dédiées à l'exobiologie, qu'on appelle aussi astrobiologie. C'est deux termes, c'est pour ça que ça s'appelle Astrobio Éducation. Et donc sur ce site, vous avez plein de capsules vidéo qui vont chacune traiter d'un sujet différent, mais en rapport avec l'exobiologie. Si vous cliquez du coup sur le logo, vous arrivez sur la page principale où il y a les différentes thématiques. Vous voyez que là, la première, c'est l'introduction à l'exobiologie, donc on va commencer par ça. Mais vous avez d'autres thèmes, raconter l'histoire des origines de la vie, c'en est un, bâtir une planète habitable, décoder l'environnement de la Terre primitive, rechercher la vie dans le système solaire. Voilà, tout ça, c'est des thématiques très différentes les unes des autres. Et en fait, si vous cliquez sur une des thématiques, hop, par exemple, ça c'est net, c'est quoi c'est oui, c'est ça, naître sous une bonne étoile. Donc ça va être la naissance plutôt du système solaire. Et ben en fait, là, vous avez une vidéo introductive qui est ici. Et ça va être souvent cette vidéo-là, en fait, principalement cette vidéo-là qu'on va Donc voilà, donc ça c'est assez chouette parce que pour chaque thématique, vous avez à chaque fois une vidéo introductive de quelques minutes et c'est ça qu'on va React, encore une fois. Et aussi des approfondissements par la suite si vous voulez continuer d'en savoir un peu plus. Voilà comment ça fonctionne, quoi. Le site, en fait, c'est un petit peu le travail de Laurence Honora, mais en collaboration avec la Société française d'exobiologie, donc ce qu'on appelle la SFE. Moi, personnellement, je suis membre de cette association. J'ai été membre depuis que j'étais en thèse, en fait. Enfin, c'est juste pendant ma thèse, je suis devenu membre parce que j'ai rencontré des gens super cool dedans et que c'est une thématique qui me passionne. Sachant que vous n'avez pas besoin non plus d'être membre pour suivre certains de leurs colloques parce que ça arrive que la SFE
organise des petits colloques en ligne, enfin des petites conférences en ligne pour le grand public. Donc il faut un peu suivre l'actu de la SFE pour pas rater ça. Mais voilà, il faut savoir que ce projet de site qu'on est en train de voir, ça vient du travail de Laurent Sonora dans une collaboration avec la Société française d'exobiologie. Et d'ailleurs, donc je vous parle des colloques organisés par la SFE. Si je dis pas de bêtises, voilà, ils sont tous là aussi sur YouTube. Donc c'est des colloques qui sont organisés depuis maintenant 2 ans, ou plus de 2 ans même. Régulièrement, vous avez des interventions sur Internet de chercheurs et chercheuses qui viennent parler de leur discipline. Donc ça aussi, ça peut être intéressant pour ceux qui veulent approfondir des sujets. Enfin, je dis approfondir, et en même temps, en fait, c'est plutôt de l'introduction, de la grande intro, quoi. C'est des vidéos de 1 heure. Mais par exemple, vous avez les virus sont-ils vivants? C'était la première. La dernière, c'est source primordiale d'énergie pour la vie et le métabolisme de surface. Bon, déjà, là, ça va un peu plus dans le détail. Mais là, par exemple, je vois enquête de vie dans le système solaire, espérance et déception. Donc voilà, ça aussi, c'est super intéressant parce que ça permet de se poser la question, est-ce que la vie peut exister dans le système solaire? Quels sont les éléments qui nous encouragent à penser que c'est plutôt ça peut exister, et d'autres éléments qui au contraire nous fait penser que c'est pas possible. Donc voilà, je l'ai pas du tout vu cette conf, hein, mais au vu du titre, je pense que ça doit parler un peu de ça. Donc voilà, des sujets qui sont aussi passionnants, et pour le coup, normalement ces confs sont accessibles au grand public. Pour le coup, pour en avoir déjà vu une, c'est normalement relativement compréhensible. Est-ce que je travaille dans le domaine de l'astrobiologie? Alors non, je ne travaille pas ou plus dans le domaine de l'astrobiologie, sachant que, encore une fois, du coup, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, j'ai vu de l'astrobio ou de l'exobiologie quand j'étais en thèse. C'est là où j'ai appris vraiment les notions de base. Après, j'en ai fait en post-doctorat. Donc après ma thèse, j'ai fait 1 an de post-doc, qui sont les CDD de recherche. J'ai fait 1 an de post-doc à Strasbourg, dans un institut dans un groupe, qui était au sein d'un institut, et ce groupe, il s'intéressait vraiment au métabolisme primitif, plutôt à essayer de comprendre quelles étaient les premières formes de métabolisme qui pouvaient exister sur Terre, donc avec un modèle très particulier d'organismes vivants, entre guillemets, je mets des gros guillemets, hein, parce qu'en fait on parle plutôt de systèmes, de réseaux de réseaux de molécules et de réseaux de réactions chimiques entre ces molécules. Mais voilà, sans rentrer plus dans les détails que ça, c'est du coup pas mal de notions que j'ai pu appréhender soit en thèse, soit en postdoc. Et après mon postdoc, donc ça fait maintenant combien, en 2023 ? Ouais, ça fait 3 ans maintenant que j'ai arrêté la recherche. Donc bon, il y a des choses que j'ai un peu perdues, mais il y a des choses que j'ai aussi conservées et sur lesquelles je peux vous donner des infos, quoi. Voilà. Il est l'heure, je pense, de commencer par la toute première vidéo. Donc, en cliquant sur Introduction à l'exobiologie, on voit que là, on a une vidéo qui nous est présentée avec en animateur, en présentateur, Hervé Cotin, que je connais très bien parce que pour le coup, c'est un chercheur avec lequel j'ai travaillé en fait pendant ma thèse. Il était non pas mon directeur de thèse, mais il suivait de très proche mes travaux, qui, je le rappelle, était dédié à la matière organique des comètes. Et donc j'ai travaillé dans l'équipe de Hervé Cotin, qui est au laboratoire LISA, qui est à l'UPEC. L'UPEC, c'est l'Université Paris-Est Créteil. Donc j'étais au sein de ce laboratoire qui a plusieurs axes de recherche, dont un axe orienté autour de l'astrochimie. Donc c'est la chimie. L'astrochimie, qu'est-ce que c'est ? C'est étudier, on va dire, les molécules, étudier la matière et ses transformations dans l'espace. Et dans le cadre de ma thèse, moi j'ai étudié la matière cométaire, et ça c'est un des axes de recherche du LISA et de l'équipe de Hervé Cotin en particulier. Donc voilà, Hervé Cotin, c'est quelqu'un que j'ai côtoyé pendant 3 ans et que je connais très bien et que j'ai retrouvé à pas mal de colloques et de conférences à droite à gauche. Et c'est aussi quelqu'un de très médiatique. Sur le plan de la vulgarisation de l'exobiologie, justement. C'est peut-être un nom qui vous est familier si vous êtes déjà intéressé à ce sujet-là et que vous êtes tombé sur des extraits radio, par exemple, parce qu'il participe pas mal, il est souvent invité sur des plateaux radio pour discuter de cette thématique. Donc c'est vraiment chouette, parce que c'est quelqu'un aussi qui parle très bien, vous allez le voir. Donc voilà, je vous fais une petite présentation parce que là, pour le coup, je le connais bien. Mais ça va pas être le cas de toutes les personnes dont je vais faire le react. Mais là, voilà, c'est quelqu'un aussi pour qui j'ai beaucoup d'estime parce que
Il connaît beaucoup de choses en astrochimie et c'est un des meneurs aussi de la SFE, qui je rappelle la Société Française d'Exobiologie. Donc c'est une des personnes qui a vraiment un goût pour la communication des sciences et travaille aussi bien là-dessus que sur ses propres recherches. Donc ça c'est bien d'avoir des gens qui soient à la fois investis dans la recherche, mais aussi dans l'éducation, la médiation scientifique en général. Voilà, c'était le petit quart d'heure éloge, parce que c'est quelqu'un que je respecte et que j'apprécie beaucoup. Donc encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions, à m'interrompre, à loller dans le chat si vous avez envie, et let's go. Et let's go. Et voilà, je vais voir comment le react se passe. Probablement qu'à la fin de la vidéo, je ferai aussi un petit résumé de ce qui a été dit. Allez, c'est parti. Par contre, si on peut se mettre en 1080, c'est encore mieux. Oh. Sommes-nous seuls dans l'univers ? Ouh là là, c'est fort. Vous vous êtes peut-être déjà posé cette question. On peut trouver des réponses dans la littérature, les films, les bandes dessinées de science-fiction. Nous avons tous en tête des images d'extraterrestres, d'aliens, parfois pacifiques ou plus agressifs. Et notre imaginaire est peuplé de créatures extraterrestres. Des martiens. Ou bien des habitants de galaxies lointaines, comme dans le chat. Très lointaines. Mais que dit la science à ce sujet ? Il y a des martiens dans le chat un peu ou pas ? Comment tenter de répondre à cette question de la vie ailleurs dans l'univers en utilisant la méthode scientifique ? Avec des collègues, chercheuses et chercheurs de différents domaines scientifiques, nous avons essayé de vous expliquer nos questionnements à ce sujet, notre démarche et peut-être même des débuts de réponse. Nous allons parler de ce domaine qui s'appelle l'exobiologie. Si l'on prend ce terme au pied de la lettre, avec biologie, la science du vivant, et exo, qui veut dire en dehors de, sous-entendu en dehors de la Terre, on pense immédiatement à la recherche de la vie extraterrestre. Oui. Mais c'est bien réducteur. L'exobiologie a pour objet l'étude de la vie dans l'univers. Plus précisément, elle inclut l'étude des conditions et des processus qui ont permis l'émergence du vivant sur notre planète et ont pu ou pourraient le permettre ailleurs. L'exobiologie inclut aussi l'étude de l'évolution de la matière organique vers des structures complexes dans l'univers et les recherches qui concernent la distribution de la vie sous toutes ses formes et aussi son évolution. C'est très complet, hein. Du coup, voilà la définition générale, l'encart si vous voulez le screenshotter. Mais en réalité, ça montre bien que la question... Parce que moi, je vous ai un peu au début du stream, je vous ai présenté l'exobiologie comme deux grandes questions entre comment la vie est apparue sur Terre et est-ce qu'il y a une forme de vie extraterrestre qui existe. Mais en fait, les deux questions sont très liées. Elles sont intriquées, en fait. Parce que, en fait, l'exobiologie, c'est plus comprendre, comme c'est dit là dans le paragraphe, pour reprendre ces mots, c'est comprendre le vivant à l'échelle de l'univers, c'est-à-dire le phénomène de ce qu'est la vie, en fait. Qu'est-ce que la vie, d'une part ? Ça fait déjà partie un peu des questions que se posent les gens qui travaillent en exobiologie, mais c'est pas la seule question. Donc essayer de comprendre le mécanisme du vivant, qu'est-ce que le vivant à l'échelle de l'univers. Et donc dans ces questions-là, il y a aussi du coup inclus quelles sont les conditions nécessaires au sein d'une planète pour que les premiers organismes, enfin des organismes vivants puissent émerger. Donc il y a forcément ça. Et donc, si on connaît les conditions, forcément, ça répond aussi à la question de est-ce qu'il peut y avoir de la vie ailleurs ? Voilà, donc en fait, la question de connaître comment la vie est apparue sur Terre et est-ce qu'il y a de la vie ailleurs que sur Terre, en fait, c'est des questions qui sont incluses dans une thématique plus générale du vivant dans l'univers, du phénomène qu'on appelle la vie dans l'univers, en fait. C'est pour ça que les deux questions qui ont l'air d'être différentes, en fait, sont complètement liées. La vie, voilà. Est-ce qu'il y a une définition scientifique de la vie ? Nico Pradi qui lance le pavé dans la mare, là, let's go. En fait, justement, alors ça, je sais pas si dans les futures vidéos, ouais, je pense qu'il va peut-être en parler là, mais non, il n'y a pas de définition exacte et claire et complètement consensuelle de ce qu'est le vivant aujourd'hui, parce que selon les disciplines scientifiques, l'approche peut être différente. Un physicien va pas te donner la même réponse qu'un chimiste ou un biologiste en ce qui concerne le vivant, même si c'est vrai qu'on a tendance à penser la biologie comme la science qui étudie le vivant, donc on voit plutôt les biologistes avoir raison sur la question de la définition du vivant, mais en fait, si tu étends le concept
à la vie dans l'univers et pas seulement la vie terrestre, parce qu'en fait, à la base, un biologiste, ça étudie quoi? Ça étudie la vie telle qu'elle est sur Terre. Et ben, du coup, si tu l'étends, ce concept, pas que à l'échelle de la Terre, mais à l'échelle de l'univers, tu te poses des questions aussi sur la matière, sur l'organisation de la matière. Parce que la vie, c'est déjà une forme complexe d'organisation de la matière qu'on ne retrouve pas justement dans le non-vivant. Mais donc ça, si on parle de matière, c'est plus tant les biologistes qui peuvent décrire ça, mais plutôt les chimistes, puisque la chimie, c'est la science qui étudie la matière. Donc vous voyez comme, en fait, en changeant d'échelle, en passant de la Terre à l'univers, déjà, on est obligé d'invoquer une nouvelle discipline dans la définition du vivant. On ne peut plus se focaliser uniquement sur la bio, mais parler avec les outils du chimiste, quoi. Donc c'est là où ça devient compliqué, c'est que pour essayer de définir le vivant, c'est que en fait ça dépend à quel niveau on regarde. Est-ce que on regarde au niveau de l'espèce, de l'organisme vivant, ou est-ce qu'on regarde à l'échelle de ce qui constitue l'organisme vivant, c'est-à-dire les molécules et leur interaction entre elles. On peut aussi regarder d'un point de vue physique aussi, avec la notion d'entropie par exemple. Ça c'est c'est ce que par exemple c'est l'approche qu'a décidé de prendre David Louap dans sa fameuse vidéo que vous me partagez à quasiment tous les lives sur son expérience sur le vivant et qu'est-ce que la vie, qui est une approche qui se vaut, mais qui est très orientée sur une définition physique de ce qu'est un organisme vivant. Mais c'est là où il n'y a pas de définition consensuelle, parce que ça dépend un petit peu des disciplines et de quelle manière on caractérise le vivant, quoi. Désolé, pas pu arriver plus tôt. Pas de soucis, Solovins, bienvenue à toi, merci d'être là déjà, c'est très sympa. Mais t'inquiète pas, tu viens juste d'arriver au début, on est à peine à l'introduction de la vidéo introductive justement de l'exobio, donc voilà. Là pour le moment, pour te faire un résumé, on essaye de comprendre ce qu'est l'exobiologie en tant que discipline scientifique. Et en fait, comme l'a dit très bien Hervé Cotin là à l'instant, en fait, c'est la discipline qui essaie de comprendre le phénomène vivant à l'échelle de l'univers. Qu'est-ce que la vie à l'échelle de l'univers? Comment fonctionnent les mécanismes vivants aussi? Qu'est-ce qu'on appelle la vie et pas la vie? Voilà, bon bref, il y a beaucoup de questions. Et parmi ces questions, en fait, il y a aussi la question de savoir comment la vie est apparue sur Terre, évidemment, et est-ce qu'elle peut exister ailleurs dans l'univers? Donc voilà. Donc pour relire le paragraphe, c'est l'exobiologie a pour objet d'étude de la vie, a pour objet l'étude de la vie dans l'univers. Plus précisément, elle inclut l'étude des conditions et des processus qui ont permis l'émergence du vivant sur notre planète et ont pu ou pourraient le permettre ailleurs. L'étude de l'évolution de la matière organique vers des structures complexes dans l'univers. Donc là, c'est une approche plutôt de chimiste, de se voir comment la matière s'est agencé, s'est organisé de manière extrêmement spécifique et complexe pour former justement les organismes vivants. Et les recherches qui concernent la distribution de la vie sous toutes ses formes qu'elle pourrait revêtir et son évolution. Voilà. Donc c'est extrêmement complexe, parce que l'évolution de la vie, ça pour le coup, c'est beaucoup plus une question de biologiste aussi. Comment la vie, quels sont les mécanismes qui font que la vie évolue. Bref, c'est très très large. C'est pour ça que dans ces objets d'étude, enfin au sein dans la discipline qu'est l'exobiologie, en fait, tu as plein de sous-questions et qui sont adressées par des disciplines scientifiques qui sont vraiment différentes. Voilà. Allez, voilà. Vous pouvez donc voir que l'exobiologie n'est pas qu'une affaire d'extra. On utilise aussi souvent le mot d'astrobiologie ou encore de bioastronomie ou de cosmobiologie. Dans le monde anglo-saxon, c'est le mot astrobiologie qui est utilisé quasiment exclusivement. Exobiologie, astrobiologie sont des termes qui sont strictement synonymes. Il n'y a pas à proprement parler d'études d'exobiologie, de cursus universitaire qui vous formera au métier d'exobiologiste. Avant toute chose, si vous êtes intéressé par ce domaine, en fonction de vos goûts, de vos affinités envers certaines sciences ou d'autres, il faudra vous spécialiser dans une discipline, choisir de devenir astronome, chimiste, biologiste ou géologue, et ensuite acquérir les outils et le langage de ces matières scientifiques bien établies. Ouais, c'est important ça signaler, parce que souvent les gens parlent d'exobiologiste. Alors c'est la définition des termes, hein. Exobiologie, c'est la même chose que astrobiologie, du coup, pour dire ce qu'il a dit.
ou que cosmobiologie. Mais le terme cosmobiologie est très très peu utilisé, je crois. Quasiment pas, c'est très très rare. Sachant que le terme astrobiologie, il est beaucoup plus utilisé dans le monde anglo-saxon, en particulier par la NASA. C'est depuis que la NASA justement a créé ses propres laboratoires qui étudient l'exobiologie qu'ils ont mis en avant le terme d'astrobiologie. Mais avant, pendant un temps, c'était plus le terme exobiologie qui était populaire. Maintenant, la tendance s'est renversée et tout le monde parle plus d'astrobiologie que d'exobiologie. En fait, il n'y a que les irréductibles gaulois que nous sommes qui conservons le terme d'exobiologie. Il y a un peu que les Français pour faire ça. Mais voilà. Donc, mais sachez que vous pouvez très bien dire astrobiologie aussi, ça pose pas de problème. Et ça veut dire la même chose. Hein. C'est pareil. Et oui, alors là aussi, note importante sur le fait que effectivement, aujourd'hui, il n'y a pas de cursus, du moins en France, hein, qui prétend former des exobiologistes, parce qu'encore une fois, l'exobiologie, en fait, en soi, c'est une discipline qui concerne plein de domaines scientifiques différents. On a besoin de physiciens, de chimistes, de biologistes, de géologues, de planétologues, d'astronomes, même de philosophes sur les questions, justement, de ce que serait une vie extraterrestre si on la découvrait. Enfin, il y a une part aussi de sciences humaines et sociales qu'on peut largement intégrer dans l'exobiologie, même si c'est des choses que je connais moins, mais je sais que ça se fait et qu'il y en a certains dans la SFE, justement, certains chercheurs qui sont loin des sciences dures et qui se posent aussi des questions sur l'existence de vie extraterrestre d'un point de vue plutôt sciences humaines et sociales. Maintenant, ce que je voulais dire, c'est que voilà, il n'y a pas de formation initiale pour devenir exobiologiste parce que en fait c'est un domaine tellement large et il y a tellement de questions différentes à traiter que en fait on pourrait pas, je pense, faire un cursus assez complet pour voir les différentes choses. En fait, comme il dit, d'abord vous devenez vous spécialisez dans un des domaines classiques que tout le monde connaît, donc physique, chimie, etc., bio. Et après, au cours de vos recherches, au cours de vos études, éventuellement, vous avez des fois des modules spécialisés exobio qui vous permettent de compléter un peu vos connaissances. Mais en fait, vous êtes avant tout chimiste, géologue, etc., quoi. Donc voilà. Alors je dis en France parce que je sais qu'aux États-Unis, ils aiment bien parler d'astrobiologistes pour parler de certains chercheurs en exobiologie. Mais même ces chercheurs en exobiologie, ces astrobiologistes, même ceux-là, je pense qu'ils ont eu des formations initiales spécialisées dans un domaine particulier, quoi. Donc voilà, c'est vrai qu'en France, on ne dit pas trop exobiologiste. Ça se dit pas trop comme terme, on dit pas chercheur en exobiologie, on dit qu'ils sont plutôt chercheurs en chimie ou en astrochimie à la limite, ou en biologie, en machin. Et après, par contre, il peut y avoir des composantes exobiologiques, on va dire, ou astrobiologiques dans leur domaine de recherche, quoi. Mais c'est rarement, on va dire, un champ de spécialité à la base, en tout cas. Le terme, la matière date de quand? Alors la matière, j'ai plus la date en tête. Parce que, alors de tout temps, l'humanité s'est intéressée à la question des origines de la vie, etc. Mais le truc, c'est que la discipline en elle-même n'a pu vraiment avoir un essor que lorsqu'on a eu la compréhension, enfin lorsqu'on a vraiment développé un corpus de connaissances assez vaste sur la biologie déjà, ne serait-ce que savoir un peu comment le vivant fonctionne, et après aussi qu'on a compris le fonctionnement des systèmes planétaires, etc. Il a fallu attendre quand même un certain nombre d'années avant d'avoir vraiment les outils technologiques et la connaissance nécessaire pour appréhender un phénomène aussi complexe que le vivant, et qu'on se dise, bon, maintenant qu'on a suffisamment de connaissances, on peut commencer doucement à tacler cette question complexe de comment la vie est apparue sur Terre, tu vois. Alors officiellement, en fait, tu peux remonter à la question de l'origine. Tout le monde se l'est déjà posé dans l'histoire de l'humanité, mais tu vois, déjà Darwin se posait la question, en étudiant le vivant et l'évolution des espèces, Darwin se posait déjà la question de à quoi pouvait ressembler justement la toute première forme de vie.
Et lui, il a même postulé il a postulé l'hypothèse du Warm Little Pond, qui veut dire le petit étang chaud, qui est en fait cette idée que la vie serait apparue dans un petit espace d'eau stagnant où il faisait un peu chaud et qui était propice avec les bons ingrédients, la petite soupe primordiale qui était juste ce qu'il fallait pour que le vivant apparaisse. Donc déjà chez Darwin, il y avait cette idée de penser l'origine de la vie, et après lui, on pouvait continuer d'y penser, mais on ne pouvait pas forcément mettre en place les expériences nécessaires pour pouvoir essayer d'en savoir plus. Voilà. Après, il y a d'autres choses qui sont arrivées au XXe siècle, des expériences un peu plus poussées de laboratoire où on a tenté de simuler des environnements proches de ce que pouvait être la Terre dans ses débuts. C'est les fameuses expériences de Miller, mais ça, on verra ça un peu plus tard dans les React, je pense. Et à part ça, voilà, je pense que c'est plus XXe siècle où tu commences vraiment... Deuxième partie du XXe siècle, où tu commences vraiment à avoir des chercheurs qui se rassemblent et qui essayent ensemble de doucement tacler ces questions-là. Donc c'est à peu près à cette période-là aussi que le terme exobiologie et astrobiologie apparaissent, quoi, si tu veux. Donc c'est une discipline qui est du coup relativement récente dans l'histoire de l'humanité à cause de la difficulté technique de pouvoir avoir des informations sur tout un tas de choses qui concernent à la fois le vivant, mais pas que le vivant aussi. Toutes les connaissances autour de l'astronomie, par exemple, ou de la planétologie sont aussi nécessaires, en particulier pour discuter de la présence de vie extraterrestre, quoi. Genre les premiers cours en fac, alors ça je sais pas les premiers cours en fac de quand ça date, mais probablement de l'ordre il y a quelques dizaines d'années, tu vois, à mon avis. Les modules dont je parle à la fac, c'est récent, à mon avis ça doit dater de peut-être 20-30 ans max, un truc comme ça, je sais pas. Voilà un peu. Moi je suis parti un peu loin, mais voilà. N'hésitez pas à me dire si vous trouvez que j'en fais trop, que je bavarde trop dans le chat, ou si vous êtes content que je puisse répondre à vos questions quand même. Ma spécialité sur Solovin, c'est plutôt astrochimiste, comme tu l'as dit dans le chat. C'est intéressant, c'est bien. Merci. Rassurez-moi dans le chat. Dites-moi que je fais du bon travail. J'ai besoin de vous, s'il vous plaît. N'hésitez pas. N'hésitez pas à m'envoyer des mots doux, s'il vous plaît. Tu peux pas faire exobio sans faire de la bio de base et donc nécessairement terrestre. Oui, voilà, c'est pour ça que la biologie reste fondamentale dans cette discipline, hein, bien sûr. S'il faut, on te coupera. Oui, voilà. Si n'hésitez pas dans le chat, hein, ou me dites ferme-la, je veux voir la suite, parce que ça fait que 2 minutes 47 qu'on a rien. J'ai toujours plein de trucs à rajouter. Après voilà, je vous parle aussi de mon expérience personnelle. C'est parfait. Bon, ça va alors. Après, pour faire de l'exobiologie, il faut s'ouvrir aux autres domaines de la connaissance. On dirait une secte. Des fois, je me dis, la manière dont il parle... En plus, c'est Hervé Cotin, il parle... En vrai, désolé pour couper un corps, mais Hervé Cotin, dans la réalité, il parle pas comme ça, aussi lentement. Et là, je pense qu'il y a un texte, donc ça paraît pas très naturel. Mais la manière dont il parle, des fois, je me dis, ça fait vraiment la secte de la Société française d'exobiologie. Let's go. Acquérir un langage et des méthodes qui ne sont pas forcément celles de votre discipline initiale. Il faut apprendre à parler et comprendre avec d'autres chercheurs et se retrouver autour de ce thème fascinant qu'est l'exobiologie, autour de la question de l'origine de la vie et la recherche de la vie ailleurs que sur la Terre. Dans les prochaines vidéos, vous écouterez des chercheuses et des chercheurs qui vous parleront de leur domaine de recherche et de leur spécialité. Après cette première vidéo d'introduction, nous vous raconterons l'histoire des origines de la vie. Comment est né le domaine de l'exobiologie. Ah bah voilà, vous allez avoir la réponse. Et ensuite, nous parlerons de la formation cool, ça. des planètes. Comment naît-on sous une bonne étoile? Comment construit-on une planète habitable? Ça, on verra dans le prochain épisode, je pense. De fabriquer sur cette planète les premières briques de la vie et essayer de comprendre le passage du non-vivant vers le vivant. Il s'agit donc là de sujets qui relèvent des domaines de l'astronomie et de la chimie. Mais ensuite, nous vous conduirons
sur la Terre primitive. Nous essaierons de vous faire décrypter l'environnement de la Terre primitive, d'identifier les plus anciennes traces de vie sur notre planète, des questions qui relèvent de la géologie, traditionnellement, avant d'explorer la diversité et les limites du vivant sur notre planète, ce que nous en connaissons, et de reconstruire l'évolution de la vie sur la planète Terre. Trop bien. De la biologie, donc. Et oui, enfin, la bio. nous partirons avec vous rechercher s'il y a des traces de vie ailleurs dans le système solaire. Et ensuite, nous dépasserons les limites de notre propre système pour essayer de savoir si un jour nous serons en mesure de détecter d'éventuelles traces de vie dans des exoplanètes autour d'étoiles lointaines. Bienvenue dans le domaine de l'exobiologie. Merci. Nous espérons que ce voyage, en compagnie de chercheuses et chercheurs spécialistes de leur domaine, vous sera agréable et que nous saurons vous faire comprendre comment la science s'emploie à répondre à la question de l'origine de la vie sur la Terre et sa recherche ailleurs dans l'univers. Yes, let's go! Avec le soutien de nos partenaires, des super partenaires. Moi, je rappelle tous ces coopérateurs là avec qui j'ai plus ou moins travaillé. Le LISA, c'était le laboratoire dans lequel j'ai fait ma thèse. LISA ici, là. La SCFE, Société Française d'Exobiologie. Big up à eux, encore une fois, qui sont à l'origine de ces vidéos. Et voilà, le CNES, Centre National d'Études Spatiales, évidemment. Big up à l'espace, à nos amis du spatial. L'UPEC qui est derrière moi, là, vous voyez pas, mais c'est l'université dans laquelle aussi j'ai passé ma thèse. Donc voilà, il vous a présenté le plan qui est quand même en 12 parties, je crois, j'ai vu. Et en fait, les 12 parties, si je reviens sur le site, justement, hop, je clique là sur le super logo. En fait, les 12 parties, vous les avez là. 1, 2, 3, 4, 4 fois 3, 12. Oui, ça va, jusque-là, ça va. Je sais encore faire des multiplications. Les différents thèmes sont ceux-là. Voilà. Ok, tu annonceras, je suppose. Oui, j'annoncerai. Hein, vous inquiétez pas, évidemment, sur Discord, sur les réseaux sociaux et tout. Ça sera annoncé. Vous aurez les infos pour le prochain live. Il nous reste encore du temps. Donc, en fait, ce que je vous propose, c'est de passer au premier thème, raconter l'histoire des origines de la vie. En plus, ça va vous permettre de répondre aux questions qu'il y a eu dans le chat. Alors, j'ai déjà répondu, mais là, vous aurez plus de détails et plus de justesse aussi, parce que j'espère ne pas avoir dit des bêtises. Mais bon, ça, c'est raconter l'histoire des origines de la vie. C'est essayer de comprendre du coup d'où vient ce terme d'exobiologie ou astrobiologie, qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire des sciences pour que un jour on se pose des questions autour de ça. Donc voilà, ça c'est pareil, ça va être une petite vidéo qui, à mon avis, va durer quelques minutes, 13 minutes 35. Un peu plus long, mais voilà, on va écouter avec beaucoup de concentration notre ami Hervé Cotin là-dessus. Et pareil, je ferai des pauses au moment où je voudrais résumer ce qu'il dit ou si vous avez des questions, quoi. Donc l'histoire des origines de la vie. Pour raconter l'histoire de l'approche scientifique concernant l'étude des origines de la vie et de l'exobiologie, je pourrais commencer en affirmant de tout temps les hommes se sont interrogés sur les origines de la vie. Mais ce n'est pas vrai. Au contraire, presque. Au XVIIe siècle, un chercheur hollandais, Jean-Baptiste van Helmont, décrit dans un de ses ouvrages comment la vie peut apparaître spontanément et appuie ce qu'on appelle la théorie de la génération spontanée. Van Helmont décrit une expérience dans laquelle, dans un grand récipient, il entasse des vieilles chemises, du blé, et il entrepose son dispositif expérimental recouvert de couverture au fond d'une remise pendant 21 jours. Il revient au bout de 21 jours, soulève les couvertures et il observe des souris. Et sa conclusion, ce n'est pas ce qu'on imagine maintenant, que les souris sont de la contamination et qu'elles sont venues s'installer confortablement dans son expérience. Non, pour lui, le raisonnement le plus logique, c'est de considérer que les souris sont apparues, ont émergé spontanément dans son récipient. Bien sûr, on a depuis longtemps dépassé ces concepts et ces théories. Mais jusqu'au XIXe siècle, les plus grands chercheurs et les plus grands savants pensent que la théorie de la génération spontanée est tout à fait valable. Bien sûr, pas dans l'apparition de souris et d'organismes macroscopiques comme ces dernières, mais au niveau microscopique, au niveau d'organismes plus simples, par exemple des bactéries. En 1827, l'un des plus grands chimistes de son temps, Jon Jacob Berzelius, un Suédois,
écrit qu'on ne peut pas combiner artificiellement les éléments de la matière inorganique à la manière de la nature vivante. Il n'était pas question à l'époque donc de faire des synthèses de chimie organique. Pourtant, Donc là, je sais pas si ça va pour tout le monde ou si vous voulez revenir sur certains points. Génération spontanée, oui c'est ça, c'est le nom de... Voilà, ce qu'il vient de décrire justement, c'est la génération spontanée, ce qui est la fameuse expérience avec les souris qui apparaissent spontanément. Et comme il l'a dit aussi, tout le monde ne savait, enfin tout le monde n'était pas dupe sur le fait que les souris provenaient probablement d'ailleurs. Hein. Il disait pas que la nourriture se transformait en souris, mais que pour ce qui concerne en tout cas les micro-organismes, qu'ils pouvaient apparaître à partir de la matière qui se balade, quoi. Voilà. Donc, et après, donc ça c'est plutôt... Quel siècle il a dit, c'était... Non, Jean-Baptiste Van Helmont. C'est plutôt 17e. Et ensuite... on a eu Berzelius qui est arrivé et qui a dit on peut pas combiner artificiellement les éléments de la matière inorganique à la manière de la nature vivante. Donc là, il y a déjà un élément de réflexion en disant oui, mais en fait, les cailloux, d'un jour à l'autre, les cailloux, ils peuvent pas devenir quelque chose de vivant. Il y a bien deux mondes différents entre le monde de la matière organique, de la chimie organique, on va dire. Bon, oui, si à l'époque, il y avait quand même la chimie qui était développée, donc même si la chimie organique à cette époque-là était assez balbutiement, même on parlait même pas encore de chimie organique, je pense à l'époque. Mais bon, bref, tout ça pour dire que là, déjà, début 19e, on se rend compte qu'il y a peut-être une douille et qu'il y a bien deux mondes différents entre le monde organique et le monde inorganique et que spontanément, les choses peuvent pas apparaître comme ça de nulle part. Partir les grains de sable peuvent pas se transformer en bactéries, quoi, entre guillemets. Voilà. Jacob Berzelius, un Suédois, écrit qu'on ne peut pas combiner artificiellement les éléments de la matière inorganique à la manière de la nature vivante. Il n'était pas question à l'époque donc de faire des synthèses de chimie organique. Pourtant, un an plus tard, en 1828, l'un de ses anciens étudiants, Friedrich Wöhler, vient contredire son ancien maître et son mentor. Il se rend compte qu'un produit chimique, le cyanate d'ammonium, évolue spontanément en une molécule organique, l'urée. Cette molécule organique, l'urée, était déjà observée dans les organismes vivants. En 1859... Je précise, hein, parce que c'est peut-être pas forcément évident. Là, on montre qu'en gros, l'urée, c'est dans l'urine. C'est ça qu'il faut dire, pour ceux qui n'ont pas compris. Donc, comme l'urée, c'est dans l'urine, bah, du coup, l'urée est considérée comme une matière organique, parce que c'est une matière du vivant. Alors qu'en fait, maintenant, aujourd'hui, organique a un autre sens que la vie. Aujourd'hui, on appelle une molécule organique si elle est principalement composée de carbone, hydrogène, d'azote et d'oxygène, et en particulier si elle a un squelette carboné. Donc la molécule d'urée est bien une molécule organique en soi, parce qu'elle a du carbone, de l'azote, de l'hydrogène, de l'oxygène, donc jusqu'à là ça va. Mais le souci là, ce qui était bizarre à l'époque, c'est qu'on a réussi à produire de l'urée en laboratoire à partir d'un sel. Donc un sel, c'est quoi? C'est comme le sel de table, chlorure de sodium par exemple, NaCl. Donc un sel, par définition, c'est inorganique, c'est-à-dire que ce n'est pas vivant. Votre sel de table, a priori, ce n'est pas un organisme vivant. Jusque-là, je pense que vous pouvez me suivre. Votre sel de table, il n'y a pas de métabolisme, il n'y a rien, c'est juste des atomes de chlore et de sodium qui sont agencés dans l'espace et qui forment une substance qu'on appelle un sel, d'accord? Et donc ce sel, il y a un sel qu'on appelle le cyanate d'ammonium. Alors c'est pas du sel de table, mais c'est aussi un sel. Donc imaginez une sorte de poudre qui ressemble un peu à votre sel de table, mais qui n'est pas tout à fait composé des mêmes atomes. Mais bon, bref, le cyanate d'ammonium, qui est un sel, à partir de ce sel, en fait, ce chimiste, Friedrich Wöhler, a réussi à produire de l'urée. Alors que l'urée, on le retrouve dans l'urine et est considéré comme un composé organique. Donc comment ça se fait qu'à partir d'une matière qui n'est pas vivante, enfin d'une matière qui est du monde du non-vivant, on a réussi à produire une matière qui est du monde vivant? Donc c'est là où ça a un peu chamboulé la pensée de son prédécesseur qui
qui lui disait, bah en fait il y a deux mondes différents qui communiquent pas. Vous avez d'un côté le monde du non-vivant et de l'autre côté le monde des vivants, et les deux ont leurs propres règles, leur propre manière de fonctionner, et on peut pas passer de l'un à l'autre comme ça, quoi. Sauf que là il dit, bah non, si en fait on peut, ce qu'a montré ce chimiste Wöhler justement, c'est que en fait une même molécule peut être produite, enfin peut intervenir dans les deux mondes, et que justement le chimiste est capable de synthétiser des molécules qui appartiennent aussi au monde vivant, quoi. Voilà. Voilou. Donc je clarifie, hein, pour ceux qui vraiment l'avaient pas compris du premier coup, parce que c'est pas forcément évident. Un peu comme quantique, l'effet n'est quantique. L'effet n'est qu'en dans la taille quantique. La vie n'est que nécessairement minuscule et minimaliste, c'est-à-dire le minimum de constituants pour survivre et vivre. Je suis pas sûr de comprendre ce que tu veux dire, Lorgibus, mais ok. J'ai beau l'appeler à table, il vient pas. Ouais, le sel, il a du mal à venir tout seul jusqu'à ton assiette. Ouais. Génération spontanée, pour certains, ça devrait être un peu comme l'énergie noire, un truc ad hoc qu'on ne sait pas expliquer, mais qui sert à expliquer le reste. Un outil conceptuel intermédiaire. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, je vais pas rentrer dans les détails d'expliquer la matière noire, enfin l'énergie noire pour les gens dans le chat qui comprennent pas trop le concept, mais c'est vrai qu'en science, on a cette tendance un peu à, dès qu'on comprend pas quelque chose, bah en fait, on va émettre une hypothèse, et si cette hypothèse est pas trop déconnante et qu'elle permet d'expliquer ce qu'on voit et qu'on n'arrive pas à la réfuter, bah on va considérer que cette hypothèse est vraie jusqu'à preuve du contraire, quoi. Ce qui n'est pas totalement faux dans certains cas, même si après coup ça nous paraît être ahurissant. Par exemple, la génération spontanée aujourd'hui, ça nous paraît absurde, effectivement, de se dire bon bah tu mélanges des trucs qui n'ont rien à voir et puis ça te forme un organisme vivant. Alors on sait très bien que normalement les organismes vivants se forment que par reproduction d'eux-mêmes. Aujourd'hui on sait ça, et donc ça nous paraît absurde la génération spontanée, mais en vrai, à l'époque où on n'avait pas de recul sur le fonctionnement du vivant et qu'on ne savait pas d'où venaient tous les micro-organismes, les champignons, les machins qui popaient, il fallait bien trouver une explication, quoi. Donc on arrivait avec cette hypothèse-là, et c'était bien pratique, quoi. Voilà. Si le reste du cadre tient à peu près, on comble les trous avec un nouveau truc hypothétique qui bouscule pas tout de façon bordélique. Voilà, c'est ça. Ça reste une manière correcte de faire de la science quelque part, tu vois. L'hypothèse la plus plausible, qui paraît pas déconnante et qui nique pas tout, quoi. C'est le placebo du domaine. Ouais, bah, c'est une manière de... C'est compléter les trous, quoi, avec des hypothèses. Mais le problème, c'est que les hypothèses sont parfois assez faibles. Mais si on manque d'éléments pour les détruire, bah, elles peuvent rester solides encore longtemps, un peu comme la génération spontanée, quoi. Voilà. Vivant. En 1859, le Britannique Charles Darwin publie un ouvrage majeur intitulé « L'origine des espèces ». Dans cet ouvrage, il n'est pas question des origines de la vie, mais de la théorie de l'évolution. La théorie de l'évolution ne répond pas directement à la question des origines de la vie, mais en quelque sorte, cette théorie la simplifie quelque peu. Il n'est plus question d'expliquer l'apparition de souris, d'éléphants, d'êtres humains, d'arbres et de bactéries, mais en suivant les processus d'évolution décrits par la théorie darwinienne, il suffirait, tout simplement, d'expliquer l'origine d'organismes primitifs, beaucoup plus simples que ce que nous connaissons à l'heure actuelle, pour rendre compte de l'apparition de la vie sur notre planète. Darwin simplifie donc la question des origines de la vie. Cependant, la question de l'origine de ces premiers organismes peut être même très simple. Cette question demeure. Et beaucoup de chercheurs continuent d'évoquer la théorie de la génération spontanée. En fait, là, Darwin, si tu prends la théorie de Darwin qui dit que il y a une évolution des espèces, et que à travers le temps et au fur et à mesure qu'elles se reproduisent entre elles, et que en fait on est tous, du coup toutes les espèces qui sont présentes aujourd'hui sont tous cousins les unes des autres, et qu'on a tous un ancêtre commun, bah en fait
tu peux rembobiner comme ça le fil de la vie et aller de plus en plus dans le passé et te rendre compte que en fait, on est tous liés à un ancêtre commun et tous les arbres du vivant se rassemblent en un seul ancêtre qui s'appelle, qui a un nom d'ailleurs là scientifiquement en biologie de l'évolution, qui s'appelle LUCA pour Last Universal Common Ancestor. Mais ça, pareil, c'est une notion qui va être abordée bien plus tard dans les vidéos sur la biologie, enfin sur l'évolution. Et ce fameux LUCA, bah, c'était déjà un organisme. Alors, je crois pas que Darwin l'appelait comme ça, pas sûr de ça, mais c'était déjà du coup un truc qui était pensé par Darwin en mode, bah, comme on est tous cousins les uns des autres et qu'on a tous un ancêtre commun, donc ça veut dire qu'à un moment, sur la Terre, il y a eu un temps où la vie n'était pas encore apparue, mais il y a eu une sorte de premier organisme qui a pu donner naissance à tout ce qu'on connaît aujourd'hui, quoi, tu vois. Spoilers, ouais, je spoil un peu là, mais c'est pour vous teaser, c'est pour vous donner envie de rester et de continuer de suivre notre aventure. Donc Darwin a mis du plomb dans l'aile à la théorie de la génération spontanée ou pas vraiment ? C'est bonne question, parce que c'est vrai que si tu penses les espèces comme venant les unes des autres, si tu penses le monde du vivant comme étant un grand buisson foisonnant d'espèces et on est tous cousins les uns avec les autres, et évidemment tu peux plus trop penser la génération spontanée, quoi. En fait, pas vraiment, parce que tu peux te dire aussi, je réfléchis en même temps que je vous parle, hein, mais tu peux te dire aussi que de nouvelles espèces peuvent quand même apparaître à partir de la matière comme ça, spontanément, tu vois. C'est-à-dire que l'un n'entre pas en contradiction avec l'autre. Tu peux, par exemple, les gens qui pensent à la génération spontanée pourraient dire, bon, bah, non, il apparaît des espèces, il apparaît des organismes vivants un peu tous les jours, comme ça, de rien, enfin, de quelques éléments inorganiques. Il y a des organismes vivants qui pop comme ça, génération spontanée. Et ces organismes vivants qui pop avec la génération spontanée, bah, suivent les lois de l'évolution telles que Darwin le décrit. Donc voilà, en fait, tu peux, je pense, quand même défendre la génération spontanée dans le cadre de l'évolution darwinienne, parce que ce que décrit Darwin, c'est juste l'évolution des espèces, les unes après les autres, et le lien qu'elles ont entre elles, quoi. Voilà. Ça pourrait être complémentaire, voilà, je pense. À mon avis. C'est pas, vous allez voir, il va en parler après de la personne qui va vraiment enterrer. Je le dis pas maintenant parce que j'ai pas envie de spoiler, mais je sais qui c'est. Je le sais, moi. C'est la personne qui va enterrer la génération spontanée. Elle arrive soon. Voilà. En 1862, Louis Pasteur remporte le prix de l'Académie des sciences en démontrant que ce que l'on considérait comme étant une génération spontanée de micro-organismes correspondait en fait à de la contamination. Et voilà, voici l'expérience qui lui a permis de démontrer que la génération spontanée n'existe pas. Bien sûr, il ne s'agit pas d'expliquer l'apparition de souris, mais d'organismes microscopiques. Louis Pasteur a une idée. Dans un ballon avec un long col, il introduit de l'eau et différents mélanges nutritifs, du sucre, des ferments, des levures. Ensuite, en faisant chauffer son long col, il forme un coude que l'on appelle col de cygne. Il porte son expérience à ébullition de manière à stériliser l'ensemble, mais ce faisant, la vapeur d'eau qui s'évapore va condenser dans le col de manière à former un bouchon stérile au niveau du col. De cette manière, il a stérilisé son dispositif expérimental, mais il a aussi stérilisé le bouchon qui empêche la contamination d'entrer. Si vous brisez le col, en quelques heures, quelques jours, vous allez voir des colonies de bactéries qui vont proliférer dans le ballon. Les ballons dont on ne brise pas le col restent limpides, aucune bactérie ne s'y développe. Il s'agit bien là de la démonstration de la contamination et la fin de l'idée que ces bactéries microscopiques peuvent apparaître spontanément. C'est bon, vous avez compris? Ça va dans le chat? Bon, c'était bien expliqué quand même. Je pense pas rajouter grand-chose, hein. En fait, ça prouve que... Bon, alors, pour réexpliquer l'expérience, si vous avez vraiment pas compris, c'est bon, vous avez compris. Non, mais en gros, alors...
Merci Lorgibus. Là, on stérilise tout simplement en faisant bouillir de l'eau, mais c'est ce que vous faites tous les jours en cuisinant quasiment. Donc c'est... salut à Alex, comment ça va? Ah, Alex, pardon. Ça roule. Donc voilà, juste comment il s'est assuré de stériliser en faisant bouillir l'eau, et puis après, la condensation de l'eau va former un bloc qui empêche l'entrée des bactéries, quoi. Donc son mélange initial était contaminé, parce qu'en fait aujourd'hui c'est impossible, vous d'ailleurs, enfin tout ce qu'on fait dans la vie, il y a des bactéries partout, hein. Il y a des bactéries, pardon, il y a des micro-organismes pour être plus juste, de partout, ou presque. Et donc dans tous les verres d'eau que vous buvez aussi plein de micro-organismes, ok. Bon, c'est pas si grave que ça si vous faites pas croupir l'eau et que... Let's go, merci beaucoup le Flow de l'Histoire, merci beaucoup pour ton 13e mois, l'aluminium, élément formidable du tableau périodique. Merci énormément. Même moi j'ai compris, alors si Solovins a compris, je pense qu'on peut go next, hein. Mais bref, donc tout ça pour dire qu'il a prouvé que le vivant ne pouvait pas, les micro-organismes ne pouvaient pas apparaître de rien, ne pouvaient pas venir comme ça de la matière inorganique et sortir de nulle part. Il fallait, quand on voit le développement bactérien quelque part ou de micro-organismes, de champignons à un endroit, c'est qu'ils proviennent de l'extérieur et qui se sont accaparés dans le milieu, quoi. Les adeptes de la théorie de la génération spontanée pourraient très bien rétorquer qu'avec une autre solution initiale de la vie aurait pu apparaître, non? En fait, le problème, c'est que dans sa solution initiale, il a quand même mis des nutriments, du sucre, de la bouffe, des trucs dont on sait. En fait, c'est une solution où on sait que si tu fais rien, il apparaît des bactoses, des champignons et tout ce que tu veux. Donc en fait, ta solution de départ, ton mélange initial, il est quand même idéal pour la formation de micro-organismes, enfin de colonies, on va dire, de micro-organismes. Donc en fait, tu as la double expérience. Tu as l'expérience, tu as ton témoin. Ton témoin, il dit quoi? Il dit que si tu laisses de la bouffe comme ça à l'air, à disposition, tu as des bactoses qui vont venir proliférer. Ça, c'est ton témoin, c'est ton expérience témoin. Lui, ce qu'il a montré, c'est que si tu fermes, tu fermes bien ton expérience et que tu stérilises l'intérieur de ta bouffe en chauffant, en portant à ébullition, donc tu détruis les organismes qui sont présents, à ce moment-là, rien ne se forme parce que tu empêches les bactéries de l'extérieur de venir à l'intérieur. Donc c'est ça en fait. Et donc si tu changes le mélange, oui, tu peux changer le mélange, mais tu vas le changer en quoi? Enfin, tu vois? Parce que le mélange est déjà un mélange idéal, on va dire. La levure, une levure c'est vivant, la faire bouillir ça la tue. Ouais, je pense, ouais. Voilà. Donc voilà, pour te répondre, le flow de l'histoire, ça va bien. On est sur les notions de base, sur l'histoire de... Enfin, d'abord, on a parlé des définitions de l'exobiologie, et maintenant on parle plus de l'histoire du concept de l'exobiologie, ou plutôt l'histoire autour du concept du vivant, de ce qu'est le vivant en général, et de comprendre les origines, enfin l'origine de la vie sur Terre, et sa possible recherche, sa existence ailleurs dans l'univers. Donc voilà. Ok, je pense avoir compris, merci. Bon, tant mieux alors. Au début du XXe siècle, la science concernant les origines de la vie est dans une impasse. D'un côté, Charles Darwin dit qu'il y a une origine commune des espèces et qu'il peut y avoir un organisme simple qui est à l'origine de toute la diversité du vivant que nous observons sur notre planète. D'un autre côté, Louis Pasteur nous dit qu'il n'y a pas de génération spontanée de tels organismes. Comment peut-on, dans ce cas, imaginer l'apparition de la vie sur notre planète? Ah, c'est vrai qu'il y a un paradoxe, j'ai jamais fait gaffe à ça. Enfin, un paradoxe. En gros, si la vie peut pas être générée spontanément, comment le tout premier organisme vivant est apparu sur Terre? Et vous allez me dire c'est Dieu. Bah ouais, en vrai, tu peux dire c'est Dieu et ça marche. Certains scientifiques, parmi les plus célèbres, comme Berzelius, dont j'ai déjà parlé, mais aussi Lord Kelvin ou encore Svante Arrhenius, évoquent la possibilité que la vie est dispersée partout dans l'univers et qu'elle peut voyager d'étoile à étoile, de planète à planète, sous la forme de spores qui seraient transportés par des astéroïdes,
des météorites et que si ces spores tombent sur une planète dont les conditions sont favorables à leur développement, ces nouveaux habitants vont coloniser la planète. Il s'agit de la théorie de la panspermie. Cependant, dans aucune météorite à notre disposition dans les laboratoires, nous n'avons jamais observé de fossiles, de bactéries ou la trace du moindre spore. On détecte des molécules organiques, bien sûr, mais rien qui ne puisse être directement lié au vivant. Le grand chimiste Svante Arrhenius, prix Nobel dans sa discipline, déclare même au début du XXe siècle « Nous ne nous posons jamais la question de l'origine de l'énergie cinétique. Ainsi, nous pouvons nous habituer à l'idée que la vie est éternelle et que s'interroger sur son origine est un travail inutile. » Il faudra attendre 1924 et la publication d'un livre soviétique par un chercheur appelé Alexander Oparin pour que la recherche sorte en quelque sorte de son ornière. Son ouvrage, intitulé tout simplement « L'origine de la vie sur la Terre », décrit l'idée d'une évolution de la matière en suivant les lois naturelles de la physique, de la chimie, vers la biologie. Alexander Oparin décrit la formation des éléments dans les étoiles, l'association de ces éléments dans les environnements planétaires, et il est question dans son livre de l'environnement de la Terre primitive, et il émet l'idée que la chimie, dans les océans de la Terre primitive, conduit spontanément à une organisation de la matière vers des molécules de plus en plus complexes et organisées, et ça serait ainsi que la chimie conduirait naturellement à l'apparition de la vie. Bon, bah ça, c'est un peu la théorie consensuelle qu'on a aujourd'hui. C'est pour ça que prend du temps à expliquer sa théorie, parce que globalement parlant, c'est ce que défendent les gens qui bossent en exobiologie, c'est ce modèle-là, pour dire les choses grossièrement. C'est que la vie n'est qu'une organisation de la matière qui est certes très complexe, mais c'est avant tout des atomes qui se sont assemblés en molécules, et même les molécules qui ont collaboré, je mets des gros guillemets, parce que pas vraiment pas penser que la molécule a un objectif ou a une conscience. Mais bon, bref, vous avez de la coordination entre des entités de la matière que sont les molécules pour former des réseaux et des systèmes qu'on appellera après le vivant, quoi. Donc ça, c'est assez solide. Je reviens vite fait sur la panspermie. C'est une théorie assez en vogue et souvent les gens pensent à ça. Le fameux astéroïde là, qui s'écrase sur la Terre avec des bactéries qui viennent contaminer la planète, et ces bactos, elles seront à l'origine de la vie sur Terre. Ça, c'est un truc qui fascine beaucoup, et c'est marrant parce que dès qu'on parle de l'origine de la vie sur Terre, il y a beaucoup de gens qui ressortent cet exemple-là. C'est vraiment un truc, je sais pas pourquoi les gens sont matrixés par cette théorie-là, parce que c'est un côté un peu fascinant de se dire que la vie vient d'ailleurs que sur Terre. Alors même qu'aujourd'hui, encore aujourd'hui, on n'a vraiment aucune preuve, je le répète, c'est important, on n'a aucune preuve que la vie ait pu être amenée par un corps comme une comète ou un astéroïde, un corps étranger à la planète. Donc c'est vraiment... Il y a deux problèmes à cette théorie de la panspermie, c'est que d'une part, il n'y a aucune preuve que des voyages spatiaux sont possibles sur des petits corps avec des organismes vivants qui arrivent à résister et à tenir tout le voyage jusqu'à ce qu'ils se crachent sur la Terre. Il n'y a aucune preuve de ça, c'est de la pure spéculation, et même j'aurais plutôt tendance à dire que c'est assez peu probable au vu des distances à parcourir si ça vient d'un autre système stellaire, des distances et du temps du coup mis pour faire tout le parcours. Faudrait que le micro-organisme en question soit dans une forme de stase ou arrive à rester dormant pendant peut-être des milliers, des millions d'années en fonction de la vitesse du bolide, de la comète ou l'astéroïde, mais bon bref. Aujourd'hui, c'est compliqué de s'imaginer un scénario comme ça. D'une part, c'est ça le problème. Et d'autre part, l'autre problème, c'est que ça ne résout pas l'origine de la vie. Parce qu'en fait, d'où est-ce qu'il vient cet organisme ? Ok, la Terre a été... Ok, on peut dire que la Terre a été ensemencée. Ok. Mais d'où est-ce qu'il vient, lui ? Cette semence initiale, elle vient d'où ? Donc, c'est le même problème, en fait. C'est-à-dire que il faut trouver l'origine de cette bactérie à la base. Donc elle vient d'une autre planète peut-être, mais ça veut dire que sur cette autre planète, il y a eu un développement de la vie aussi. Enfin, voilà, en fait, cette théorie de la panspermie, elle résout rien du tout.
mais elle est sexy et elle fait un peu rêver. Ça, ok. Mais elle n'a pas de fondement scientifique à proprement parler. Et aujourd'hui, bah, les gens qui bossent en exobio ils ont tendance à ne pas prendre cette théorie au sérieux par manque de preuves, on va dire. Voilà. C'est juste reporter le problème, du coup, exactement. C'est ça. C'est reporter le problème de l'origine de la vie à un autre corps. Voilà. Il a sûrement dû y avoir une période où ça a été vrai lors du grand bombardement tardif. Oui, mais le grand bombardement tardif, ce bombardement, c'est des corps du système stellaire, du système solaire. Et la vie n'existait pas dans le système solaire à ce moment-là. Le grand bombardement tardif, il vient de la matière de notre système solaire, dans lequel il n'y a pas encore de vie, en fait. Puisque, en fait, c'est dans les premiers âges de notre étoile, et la vie n'existe pas, en fait, à ce moment-là. Les astéroïdes et les comètes qui tombent sur la Terre lors du grand bombardement tardif, ce sont des astéroïdes et des comètes de notre système à nous. Ça, c'est pas des comètes et des astéroïdes qui viennent d'un autre système stellaire, en fait. C'est de la matière endogène de chez nous, en fait. Donc, c'est pas possible qu'il y ait de la vie sur ces petits corps, en fait. Là, pourtant, on a retrouvé beaucoup de météorites provenant de Mars qui elles-mêmes ont été projetées par collision sur Mars. Oui, bien sûr, il y a des météorites martiennes, mais pareil, il faudrait que la... Merci beaucoup, Omgi. Il faudrait déjà prouver que la vie eût existé sur Mars, tu vois. Donc en fait, ça marche pas. Enfin, ça marche pas. Oui, tu peux imaginer que la vie terrestre provient de la vie martienne, mais il faut des arguments solides, et c'est plus facile d'imaginer le développement de la vie sur Terre que de prouver déjà qu'il y a eu de la vie sur Mars et que cette vie sur Mars est arrivée sur Terre. Tu vois, c'est autant privilégier l'hypothèse la moins complexe à défendre, tu vois, en fait. Et bienvenue Omgi, merci beaucoup pour le raid. J'espère que le live s'est bien passé. N'hésite pas à dire ce que vous faisiez en live. Voilà, le fameux rasoir de Cam. Salut Zippolette. J'espère que ça s'est bien passé. Là, on est sur, je le répète vite fait pour ceux qui viennent d'arriver, on est sur une petite introduction sur l'exobiologie en général. Et là, on s'intéresse à l'histoire de cette discipline-là, enfin, plutôt à l'histoire des questions autour de l'origine de la vie sur Terre et comment, comment la vie a pu apparaître sur Terre et comment elle a évolué et comment on peut expliquer le vivant de manière générale. Donc, c'est assez intéressant. Là, on était sur un bouquin publié par Oparin, qui est un chercheur russe qui a postulé, qui a été le premier vraiment à postuler pour une origine de la vie sur la Terre qui proviendrait de la matière telle qu'on la connaît, telle qu'on la conçoit, de la matière qui s'est mise à s'organiser sur Terre pour former justement les premières molécules organiques qui par la suite se sont agencées les unes avec les autres pour donner les organismes vivants. Voilà. Donc qui est aujourd'hui la théorie un peu consensuelle. Et ça, vous voyez, en fait, on va dire que c'est ce que présente Oparin ici, c'est la première théorie qui fait aujourd'hui encore consensus, même si à mon avis dans les détails ce qu'a pu dire Oparin n'est pas tout à fait vrai aujourd'hui parce que ça date quand même, mais pour vous dire, Oparin, voilà, il a vécu essentiellement au XXe siècle, quoi. Donc ça va être début 20e qu'on va commencer à avoir une histoire de la vie, on va dire, à l'échelle de la planète, qui commence à se tenir et à avoir du sens, quoi. Et il émet l'idée que la chimie, dans les océans de la Terre primitive, conduit spontanément à une organisation de la matière vers des molécules de plus en plus complexes et organisées. Et ça serait ainsi que la chimie conduirait naturellement à l'apparition de la vie. C'est ce qu'on appelle la chimie prébiotique. En 1929, le généticien britannique John Haldane propose une idée similaire et de manière indépendante à la formulation d'Oparin, puisque à cette époque, le livre d'Oparin n'avait pas encore été traduit en anglais. Mais que ce soit la théorie d'Oparin ou bien les écrits d'Haldane, tout ceci reste au niveau de la littérature, de concepts, d'idées. Il faut attendre 1953 pour qu'un jeune chercheur américain, Stanley Miller, insiste auprès de son directeur de thèse, le prix Nobel Harold Urey,
pour réaliser une expérience qui simulerait la chimie de l'environnement de la Terre primitive. Ce que veut faire Stanley Miller, c'est d'essayer de tester expérimentalement les idées d'Oparin et Haldane. Pour cela, il conçoit un dispositif expérimental original constitué de 2 ballons en verre reliés l'un à l'autre. Dans le premier ballon, on simule l'océan de la Terre primitive. On y met de l'eau, stérilisée, bien sûr, purifiée, évidemment, et cette eau est chauffée, d'une part parce qu'on pense que les océans de la Terre primitive étaient plus chauds que ceux que nous connaissons à l'heure actuelle, et d'autre part pour accélérer les processus chimiques. Dans le second ballon, on simule l'atmosphère de la Terre primitive. Et Stanley Miller et Harold Urey décident d'introduire un mélange composé de méthane, d'ammoniac, de dihydrogène et de vapeur d'eau. À cette époque, on pense que l'atmosphère de la Terre était constituée majoritairement de ces constituants. Si vous mélangez ces 4 gaz, il ne va rien se passer. Par contre, si vous apportez de l'énergie, vous pouvez initier une chimie qui simule la chimie qui pouvait se dérouler dans l'atmosphère de la Terre primitive. Pour initier cette chimie, 2 électrodes sont mises sous tension pour générer un arc électrique qui va simuler les éclairs qui pouvaient avoir lieu lors d'orages dans l'atmosphère de la Terre primitive. Vous pouvez voir une reproduction de cette expérience. Le mélange de gaz est limpide, la décharge est allumée. Et vous voyez que très rapidement, en quelques heures et puis au bout de quelques jours, les parois du dispositif expérimental se recouvrent d'une mélasse brune qui va couler et barboter dans les océans simulés. Stanley Miller prélève un échantillon de son océan simulé et vous pouvez voir ici les résultats d'une analyse par chromatographie sur couche mince. Chaque tache sombre représente une molécule organique différente qui a été produite lors de l'expérience. La glycine, l'alpha et la bêta-alanine, l'acide aspartique et l'acide isobutyrique. Ces molécules sont des acides aminés. Et cette détection va rendre cette expérience extrêmement célèbre, puisque les acides aminés sont les constituants de base des protéines. Folle, cette expérience. En 1953, au moment de la publication des résultats de l'expérience de Stanley Miller, on pense que l'on est tout proche de comprendre la chimie de l'origine de la vie. Faux! Ça marche pas. Bon, beaucoup de choses à dire, mais il a très bien décrit. Est-ce que vous avez déjà des questions? N'hésitez pas dans le chat si c'était pas clair, parce que bon, après, je sais que tout le monde n'est pas chimiste, et des fois, les schémas et tout, c'est pas forcément très clair. Cette expérience ne cherche-t-elle pas à montrer que la théorie de la génération spontanée est valide? Matière inerte plus énergie, vie / matière organique. Non, à la base, c'est plutôt de ce qu'il dit. Donc, c'est une expérience qui cherche à reproduire un peu ce qui aurait pu se passer sur la Terre primitive. En fait, je vois ce que tu veux dire par génération spontanée. En fait, tu emploies le mot génération spontanée pour dire que le vivant provient les micro-organismes proviennent de rien. Mais alors, on est obligé d'admettre que sur Terre, un jour, il n'y a pas eu la vie, et un autre jour, il y a eu la vie. Enfin, il faut admettre un moment que la vie, la matière, avant qu'elle soit organisée dans des systèmes qu'on appelle des systèmes vivants, la matière n'était pas organisée de cette manière-là. Donc, il y a eu une évolution de la matière vers une organisation complexe. Et c'est ce qu'essaye de montrer, en fait, l'expérience de Miller. C'est d'essayer de montrer qu'à partir de matière qui est simple, de petites molécules simples, pour remettre le schéma là de méthane, ammoniac, de l'eau et du dihydrogène, ça c'est des molécules très très simples. Et là il y a de l'eau ici, de l'eau liquide. Parce qu'en fait vous avez 2 réservoirs. Vous avez, juste pour rappel, vous avez un réservoir qui simule l'atmosphère et un autre réservoir qui simule les océans, d'accord? Donc pour simuler un océan, vous mettez quoi? Vous mettez de l'eau, juste de l'eau liquide, et dans l'atmosphère vous mettez d'autres constituants qui sont des gaz, donc méthane, ammoniac, eau et d'hydrogène. Bon, ok. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on part de constituants simples de la matière. Désolé d'insister avec la génération spontanée. En fait, la génération spontanée, tu ne peux pas l'employer pour définir tout et n'importe quoi. Enfin, je vois ce que tu veux dire. Tu veux dire que le vivant, la matière, est apparue de matière inorganique. Mais la génération spontanée, sa définition telle qu'on l'entend, enfin telle que l'entendaient les gens qui ont employé le mot génération spontanée, c'est de dire que les micro-organismes apparaissent à partir
d'éléments qui ne sont pas vivants, en fait, à la base. Voilà, comme l'idée de mettre du blé dans un vase que tu couvres et puis après t'attends et t'as des souris qui pop. Mais sans même parler des souris, les micro-organismes, voilà, l'apparition de micro-organismes, on la pensait possible à partir de rien, quoi. Sauf que le micro-organisme, c'est déjà extrêmement complexe comme organisme. Et en fait, ça peut pas venir de rien. Parce que les micro-organismes sont déjà en fait des organismes qui ont un métabolisme très avancé au niveau de la matière. Qui ont déjà des molécules très complexes, qui ont déjà un ADN et compagnie, et tout un tas tout un fonctionnement à l'intérieur d'eux qui font que tu peux pas réduire ça à juste de l'eau et deux, trois petites molécules. Non, un micro-organisme, c'est déjà extrêmement complexe. Donc en fait, le vivant est déjà extrêmement complexe sur Terre aujourd'hui. Et là, ce qu'essaye de simuler Miller, c'est juste le passage de la matière extrêmement simple, que sont des molécules de base où il n'y a pas beaucoup d'atomes, à un système plus complexe avec c'est toujours de la chimie. Hein. Là, l'objectif, c'est pas de faire un organisme vivant, mais c'est de montrer la complexification de la matière à travers l'évolution des molécules simples vers des molécules plus complexe. Et quand on dit plus complexe, c'est avec plus d'atomes que juste 4, quoi. L'eau, la molécule d'eau, elle a 3 atomes. Le méthane, ça a 4 atomes. L'ammoniac, ça a 4 atomes. Le dihydrogène, c'est 2 atomes. Et comment ces molécules simples peuvent devenir des molécules plus complexes qui peuvent ressembler éventuellement aux vivants. C'est ça ce qu'essaye de montrer Miller. Et c'est pas juste dire on a formé des micro-organismes, en fait. Donc en fait la génération spontanée c'est vraiment ça, c'est expliquer la formation de micro-organismes à partir d'éléments, à partir soit de rien ou soit d'éléments basiques, quoi, de petites molécules, quoi. Enfin de petites molécules, à partir de molécules inorganiques. Pas uniquement les micro-organismes, les gens pensaient que les souris apparaissaient spontanément sans prendre en compte la procréation. Alors J du 33, je pense que tu viens d'arriver dans le chat parce qu'on en a discuté avant, mais en fait oui et non. Alors le coup de la souris, c'est un truc un peu méga exagéré, qui ne laissait pas dupe tout le monde non plus, tu vois. Oui, dans une certaine mesure, il y en a qui pensaient que la souris pouvait apparaître de là, mais il y en a d'autres qui clairement comprenaient que la souris, elle venait juste là manger des trucs. Donc oui et non. Merci pour les clarifications. Donc je sais pas si du coup je pense que j'ai été un peu plus clair. Pourquoi urée et ammoniac qui revient, l'ammoniac qui est là, bah là en fait ils ont choisi de simuler parce que à l'époque on avait quand même une compréhension de ce que pouvait être l'atmosphère dans le passé. Même si aujourd'hui ce mélange il n'est pas représentatif de l'atmosphère du passé. À l'époque, on pensait que dans l'atmosphère, il y avait du méthane, de l'ammoniac, de l'eau et du dihydrogène. À l'époque. Là, on parle des années 50. À peu près 1950 l'expérience. Donc, avec les connaissances qu'on avait à l'époque de la Terre telle qu'elle était au début, on a simulé les environnements de la Terre et en fait on s'est rendu compte, donc on a remis les molécules qu'on pensait être présentes à l'époque et en mettant de l'énergie dans ces mélanges, donc là avec l'étincelle pour l'atmosphère et le chauffage pour l'océan, en fait on s'est rendu compte qu'on produisait tout un tas de matières organiques, tout un tas de molécules très complexes. Et c'est ce qui est montré là-bas. C'est ce qui est montré ici là, avec l'assombrissement là, du ballon et le fait qu'il y a de la mélasse qui coule, là, c'est complètement dégueulasse. On forme de la matière organique qui apparaît dans l'océan là. Hop, dans ce qui simule l'océan, ici, le truc noir dégueu, ça c'est la fameuse mélasse qui provient de la complexification de la matière, si vous voulez. Et après ça, c'est ce qu'on appelle la chromatographie, on s'en fout un peu, je vais pas détailler, mais ça c'est juste la méthode pour identifier les molécules du mélange. Dans le mélange, ils ont été capables d'identifier différentes molécules, ils ont été capables de montrer qu'il y avait de la glycine par exemple. La glycine c'est une molécule quand même plus complexe que juste du méthane. Il n'y a pas non plus 1000 atomes dans la glycine, je sais plus combien il y en a une petite dizaine, c'est une molécule plus complexe. Mais après, ce qui est intéressant avec la glycine, c'est pas qu'elle a juste quelques atomes de plus, c'est que la glycine, c'est un acide aminé qu'on retrouve dans l'organisme vivant, dans le vivant en général. Donc c'est ça qui est fou, c'est ça qui est fort avec la glycine. Ou avec l'acide aspartique aussi, c'est pareil, c'est une molécule du vivant. Et l'alanine, c'est pareil. Donc en fait, à partir d'un système relativement simple, on est capable de recréer ce qu'on appelle des biomolécules, quoi. Des molécules qui sont
dans le vivant. Et donc c'est là où la théorie de dire bon bah la matière au départ simple a pu évoluer sur la Terre primitive pour donner des matières complexes qui après ont éventuellement été capables de s'agencer pour faire des organismes vivants. Et ben maintenant ce n'était jusqu'à présent c'était juste une théorie écrite par deux scientifiques sur la planète. Depuis cette expérience là on s'est dit bah en fait ces théories là bah elles ont peut-être une chance de réussir, puisque là, avec notre laboratoire, avec notre expérience, notre expérience, on a été capable de refaire certaines des molécules du vivant, donc c'est quand même fou, tu vois. Voilà. Salut, Poulpido. Ouais, c'est aussi une fleur, la glycine, effectivement. Est-ce qu'il y a un lien entre la glycine, la fleur et la molécule? J'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée, Zipolette, pour le coup. Mais c'est possible que oui, hein. C'est possible que oui, d'une manière ou d'une autre, je sais pas. Très intéressant. Voilà. Bah merci. Et avant, il a expliqué aussi que l'urée était associée au vivant. C'est un truc que le vivant produit, contrairement à, par exemple, des minéraux. Oui, en fait, avant, on a parlé de l'urée pour dire qu'il y avait un scientifique, je me souviens plus qui c'est, je crois que c'est... bref, j'ai oublié son nom, ça y est. Qui a été capable de reproduire en laboratoire, un chimiste qui a reproduit de l'urée à partir d'un sel inorganique, donc un sel qui n'est pas lié au vivant. Il a réussi à refaire de l'urée une molécule du vivant. Ça, c'était une expérience qui a juste montré que le domaine du vivant et le domaine du non-vivant n'étaient pas si isolés que ça, et qu'on pouvait passer d'une transformation à l'autre, enfin qu'on pouvait être capable en laboratoire de reproduire des molécules du vivant à partir de substances qui n'appartenaient pas au monde vivant à la base. Donc c'est là où en fait la frontière est fine entre ce qu'on appelle le non-vivant et le vivant. Avec toutes les expériences qu'on vous a présentées là, on peut clairement imaginer que avant que des organismes qu'on appelle vivants existent sur la planète, bah, il y a eu une période où c'était un monde inorganique, on peut le dire comme ça, avec des molécules relativement simples. Et puis, il y a eu une succession d'événements qui a permis la génération de molécules plus complexes qui, elles-mêmes, après, se sont organisées entre elles, se sont auto-organisées, hein, on peut dire ça un peu comme ça, de sorte à former les premiers systèmes vivants, entre guillemets. Donc c'est ça ce que défendent, en tout cas, enfin ce que mettent en les preuves, entre guillemets, qu'apportent ces expériences. Mais c'est pas des... Je dis des preuves, mais le mot est peut-être un peu fort. Ces expériences ne suffisent pas non plus à justifier la théorie. Mais en tout cas, elles confortent les théories dans ce sens-là, quoi. Qu'il est possible que du non-vivant donne du vivant, tu vois. Mais on peut pas appeler ça pour remettre une couche, on peut pas appeler ça génération spontanée, parce que la génération spontanée, c'est vraiment l'apparition de micro-organismes, voire plus, type souris, etc. Mais l'apparition de micro-organismes à partir de rien, ou à partir de substances qui ne sont pas vivantes, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a une manière un peu consensuelle de mesurer la complexité de l'organisation de la matière? Pas à ma connaissance, parce que même le terme complexité, il vaut pas la même chose venant d'un chimiste, d'un biologiste ou d'un physicien, je dirais. Donc c'est compliqué. On peut mesurer la complexité au niveau chimie, par exemple par le nombre d'atomes au sein d'une molécule, mais après ça peut être plutôt la complexité, ça peut être le réseau dans lequel les molécules interagissent entre elles. Par exemple, combien au sein d'un métabolisme, combien de molécules sont impliquées pour pour former telle ou telle espèce dans un même réseau de molécules qui interagissent les unes avec les autres. Combien il y a de molécules impliquées? En fait, imaginez un peu une carte de métro avec plein de stations partout. Chaque station, c'est une molécule. Et en gros, vous avez des transformations dans tous les sens. Avec d'une station à l'autre, c'est une transformation chimique. Et vous pouvez, par exemple, qualifier la complexité d'un système au nombre de lignes de métro qu'il a, quoi, à ce moment-là. Plus la ligne de métro, plus c'est complexe, plus c'est riche en molécules, mais surtout riche en interactions moléculaires. En fait, ça peut être une des formes de complexité qui peut être abordée. Mais bon, même ça, je suis pas sûr que ça fasse consensus. Donc, mais c'est une bonne question, Poulpido, que je poserai éventuellement à l'occasion à des gens, si j'en invite sur ma chaîne des chercheurs qui en savent
davantage. Voilà. Faut poser la question en colloque. Ouais, bah ouais, c'est ça. C'est ça. La prochaine fois si j'arrive un jour à faire le React d'un colloque en direct, ça serait chouette. Voilou. Donc ça, il disait... Et cette détection va rendre cette expérience extrêmement célèbre, voilà. puisque les acides aminés ça, on l'a déjà vu. sont les constituants. Donc les acides aminés, au moment de la publication des résultats de l'expérience de Stanley Miller, on pense que l'on est tout proche de comprendre la chimie de l'origine de la vie. En effet, puisque des acides aminés sont formés aussi simplement dans un environnement simulé de la Terre primitive, on pense que l'on trouvera très facilement comment ces acides aminés peuvent s'associer pour former les protéines qui sont les molécules parmi les plus importantes pour le fonctionnement du vivant tel que nous le connaissons. Malheureusement, il y aura 2 écueils suite à cette expérience. D'une part, il est très difficile de former des protéines à partir d'acides aminés sans faire appel à des processus chimiques complexes. D'autre part, au fil des années, depuis 1953, nous nous sommes rendus compte que le choix réalisé par Stanley Miller n'était pas forcément le plus pertinent concernant la composition de l'atmosphère primitive de la Terre. Désormais, on pense que notre atmosphère était dominée par du dioxyde de carbone et du diazote. Et lorsque l'on reproduit l'expérience de Miller avec un mélange de ces 2 molécules, la chimie est beaucoup plus limitée et il est beaucoup plus compliqué de former des acides aminés. À l'époque, on ne parlait pas encore d'exobiologie. Il faudra attendre 1960 pour que le généticien et microbiologiste américain, le prix Nobel Joshua Lederberg, façonne ce mot dans le contexte de l'exploration lunaire. À l'époque, en effet, les Américains préparent les premiers atterrissages sur la Lune et bien sûr le retour des premiers astronautes. Je fais une petite pause, excusez-moi, pour revenir sur l'expérience de Miller vite fait. Du coup, il a souligné les 2 problèmes, parce qu'on se disait, ah, c'est trop bien, on va pouvoir faire de la vie en laboratoire grâce à l'expérience. Alors, du coup, les 2 gros problèmes qu'il a soulignés, je vais même en rajouter un 3e. Les 2 gros problèmes, c'est que l'expérience permet certes de faire des acides aminés, mais on est loin des protéines. Je rappelle, les protéines, c'est des assemblages d'acides aminés. Et là, c'est autrement plus compliqué d'assembler des acides aminés les uns avec les autres comme ça, de cette manière-là. C'est-à-dire, oui, tu fais des acides aminés, mais tant que si les acides aminés ne s'assemblent pas entre eux, bah, du coup, tu fais pas de protéines et donc tu vas pas réussir à faire les composants du vivant. Donc, ça marche pas trop. Et ça, ils n'ont pas réussi vraiment à le faire, des protéines. Et le deuxième problème, c'est que voilà, la représentativité de l'expérience, c'est-à-dire que l'expérience ne représentait pas si bien que ça la réalité de la Terre primitive. Et donc, finalement, en refaisant l'expérience dans les conditions un peu plus justes qu'on a compris un peu plus tard, ça marche pas aussi bien. Moi, le 3e problème que je veux souligner, c'est que en fait, les expériences comme ça, alors comme l'a dit Iceclop, depuis 1953, il y a eu d'autres expériences, il y a eu il y a eu d'autres équipes de recherche qui ont aussi fait leurs propres expériences de Miller dans plein de conditions différentes, etc. Et ils ont testé plein de trucs. Mais le problème de ce type d'expérience, en fait, et c'est pour ça que c'est assez grosse limite et que c'est pas qu'on a arrêté d'en faire, mais c'est pas une expérience qui est aujourd'hui beaucoup développée ou sur laquelle on parie beaucoup pour apprendre des choses. Le gros problème de cette expérience, c'est que ça a tendance, comme vous l'avez vu, à former une mélasse, à former en fait beaucoup de composés. Alors là, on peut se dire chouette, c'est une grosse diversité, on est content parce qu'on se dit on se forme plein de molécules organiques et tout. Mais le problème, c'est que c'est too much. C'est too much pour le vivant. Pourquoi ? Parce que le vivant, on dirait pas comme ça, mais le vivant en fait ne se sert que d'une palette très réduite et très restreinte en fait de composés organiques. C'est-à-dire que le vivant est très spécifique dans sa manière de fonctionner. Il va utiliser que certaines molécules et pas d'autres dans ce qu'on appelle la chimie organique, qui est donc la chimie qui s'intéresse aux transformations de la matière à base de carbone, hydrogène, azote, oxygène. Dans la chimie organique, en fait, le vivant ne se sert que d'une petite fraction de la chimie organique pour fonctionner en fait. La chimie organique, c'est énorme. La chimie organique, ça concerne vraiment toutes les transformations que vous pouvez imaginer, qui concernent le carbone, l'hydrogène, l'azote, l'oxygène, etc. C'est vraiment un domaine énorme, la chimie organique. Mais en fait, le vivant,
il ne se sert vraiment que... Imaginez que la chimie organique, c'est un bottin. Et ben, le vivant ne va se servir que d'une page du bottin pour fonctionner, tu vois. Et le vivant est extrêmement spécifique dans sa manière de produire les molécules organiques et de se servir que d'une palette très restreinte de molécules. Je dis très restreinte, alors il se sert quand même de beaucoup de molécules en nombre, mais très restreinte par rapport aux possibilités qui existent. Et le problème des expériences de Miller, c'est qu'elles produisent beaucoup trop de diversité, beaucoup trop de molécules différentes par rapport à ce que le vivant utilise pour de vrai. Et donc en fait, le problème de ces expériences, c'est que elles te produisent une mélasse informe, un peu comme ce que fait Full Metal Alchemist, là, Edward dans Full Metal Alchemist, quand il essaie de reproduire je sais plus, je me souviens plus exactement, mais tu mélanges des trucs. On connaît aujourd'hui la composition du corps humain, donc tu peux mélanger tous les éléments qu'il faut pour recomposer le corps humain, mais le problème c'est que les éléments, s'ils sont pas bien agencés les uns avec les autres, en fait tu fais juste une bouillasse informe qui n'a pas de sens. Et c'est ça le gros problème du vivant, c'est que le vivant, et c'est pas seulement des éléments et des molécules particulières, c'est aussi un tas de molécules qui sont très bien organisées les uns avec les autres, le vivant en tout cas aujourd'hui tel qu'on le connaît. Et donc tu peux pas juste former tout un tas de blocs et après laisser le temps, laisser le vivant se débrouiller avec ça et dire bon bah c'est bon, on a formé tout un tas de familles, maintenant le vivant va s'auto-organiser tout seul, tu vois. En fait, t'es très vite limité parce que ces expériences elles produisent beaucoup trop de molécules, quoi. J'arrêtais pas de penser à Full Metal, voilà, fallait que je la sorte la ref. Mais voilà, c'est un peu le souci de ces expériences-là, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, même si elles continuent, même s'il il reste des labos qui en font, c'est pas des expériences qui sont très médiatiques sur le plan de la recherche scientifique ou qui sont très valorisées parce que on a du mal à sortir de nouveaux résultats très pertinents, quoi, pour essayer de comprendre comment la vie a pu émerger. En fait, la force de l'expérience de Miller, c'est d'avoir été au moins les premiers à avoir tenté le truc et d'avoir montré que c'était possible, qu'à partir de molécules simples, on peut faire des molécules complexes, tu vois. Donc ça prouve au moins que le vivant a pu enfin, que d'un point de vue chimique en tout cas, la matière est capable de s'organiser, de se complexifier dans des conditions relativement simples. Voilà. Il y a 22 acides aminés possibles, seuls 4 ou 5 servent de façon intensive dans l'ARN et l'ADN. Voilà, alors que l'expérience, je suis sûr qu'elle t'en forme les acides aminés, en fait, il y en a une infinité. Parce qu'en fait, la famille des acides aminés, c'est, d'un point de vue chimique, c'est des fonctions particulières, et en fait, tu peux techniquement créer une infinité d'acides aminés. Et le problème, c'est que là, dans les expériences qu'ils font, je pense qu'ils en produisent plus que les 22 du vivant qu'il faudrait, quoi. Voilà. Combien de temps a duré l'expérience de Miller? Je pense qu'en quelques jours, du coup. On pourrait penser qu'en laissant plus de temps, genre 2 siècles, la vie pourrait apparaître. Je cherche la petite date. En fait, pour répondre à ta question, pardon, attends. Je bois un petit coup, je crois, une petite poussière. Le souci, c'est que, en fait, au bout d'un moment, tu vas complexifier le carbone, tu vas faire des molécules de plus en plus complexes, mais qui n'ont pas forcément s'apparenter au vivant. Je pense qu'ils ont essayé de le faire durer le plus longtemps qu'ils pouvaient, mais au bout d'un moment, tu vas manquer de réactifs aussi. Parce qu'ils commencent avec de l'eau, du méthane et tout, dans l'air, mais au bout d'un moment, l'air, il va s'appauvrir aussi. Et je pense que tu vas l'expérience va devoir s'arrêter quand tu auras épuisé toutes tes ressources que tu auras mis dans l'air, et à mon avis ta mélasse elle va devenir de plus en plus complexe plus t'attends, mais il n'y aura pas d'auto-organisation ou de trucs qui risquent de enfin moi le truc que je vois si t'attends vraiment longtemps, c'est que ton carbone tu risques de former du graphite à la limite. Tu risques de former une matière carbonée de plus en plus compacte et structurée si tu continues de fournir de l'énergie en permanence sur un mélange qui contient du carbone, de l'azote, de l'oxygène. Tu vas finir par former des produits chimiques qui sont thermodynamiquement les plus favorables, c'est-à-dire ceux qui sont les plus stables d'un point de vue chimique. Et donc tu vas te retrouver à former je vais exagérer un peu, mais j'allais dire du diamant, non peut-être pas, mais au moins du graphite, ou du moins des structures de carbone agencées les uns avec les autres, mais qui s'éloignent beaucoup du vivant pour le coup. Voilà, du charbon, et des trucs, des trucs qui finalement n'ont pas de sens au niveau organique, quoi, au niveau vivant. Voilà.
Ah, il y a Pologe, c'est marrant ça, au moment où on t'invoquait dans le chat justement. Combien d'essais aminés sont possibles? C'est 22 ou j'ai mal retenu? D'un point de vue... non, il y a une infinité d'acides aminés qui sont possibles d'un point de vue chimique. Je vais double check, hein, mais il me semble que la définition d'un acide aminé en soi, en fait, d'un point de vue chimique, s'il y a une structure particulière de l'acide aminé, ouais, voilà, c'est ça. Juste vite fait, un petit aparté. Un acide aminé, ça doit ressembler à ça d'un point de vue structure chimique. Vous voyez le R là. Je vais pas rentrer dans les détails des atomes, c'est pas important. Même si vous comprenez rien à ça, vous allez comprendre ce que je vais raconter. Le R que vous avez en rose, le R, ça peut être tout plein de choses, d'accord? Le R, vous pouvez être derrière toutes les molécules que vous voulez, enfin tous les atomes que vous voulez. Donc en fait, d'un point de vue théorique, il existe une infinité d'acides aminés, d'accord? Et donc en fait, le vivant ne s'en sert que de 22. Mais en fait, d'un point de vue chimique, si vous voulez faire des acides aminés, bah, vous pouvez être derrière le R, vous pouvez être tout un tas de combinaisons d'atomes. Et donc une infinité en fait. Parce qu'il peut y avoir des groupements de carbone avec autant de chaînes de carbone que vous voulez et autant d'atomes que vous voulez. Donc en fait, il y a comment... et en fait, c'est ça la grosse difficulté. Comment tu fais un mélange avec les expériences de Miller, comment tu conditionnes la matière de sorte à ce que elle ne fasse que les éléments du vivant qui lui servent bien, tu vois. C'est pas possible. C'est pas possible. Voilà. C'est un peu le souci de la chimie, ça. On est trop diversifié. Allez, on est bientôt à la fin. Donc voilà l'expérience de Miller. Et donc là, on parlait, pour revenir sur le thème, on parlait de la... Excusez-moi, pour revenir sur la vidéo. Là, ça parlait de l'introduction du terme exobiologie, qui a été du coup inventé dans les années 60 dans le cadre des missions lunaires, du coup. La question est alors de savoir si ces astronautes ne vont pas ramener des microbes, des bactéries de la Lune et contaminer ainsi la Terre d'organismes extraterrestres. Joshua Lederberg est donc mandaté par la NASA pour animer un réseau de chercheurs pour réfléchir à la question de la vie sur la Lune et au-delà, et c'est lui qui introduira le terme exobiologie dans un article publié en 1960. Les efforts pour comprendre les origines de la vie, pour rechercher la vie au-delà de la Terre, sont donc désormais un domaine majeur de la recherche scientifique qui unit les chercheurs de différentes disciplines dans tous les pays du monde. Et voilà. Let's go. On a fini la vidéo sur l'histoire de l'origine du terme exobiologie et des principales, on va dire, recherches et avancées sur la compréhension de l'origine de la vie et son évolution. J'espère que vous avez apprécié cette deuxième petite vidéo React. Et c'est chouette parce que ça nous fait du coup 2 vidéos pour un seul live, pour le tout premier live. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas pu suivre, vous inquiétez pas parce qu'il y aura une rediffusion dispo sur ma chaîne YouTube. Et voilà, c'était le début de la série, c'était l'épisode introductif, mesdames et messieurs, où on a pu à la fois définir ce qu'était l'exobiologie, son champ d'études, mais également l'histoire derrière ce terme et plutôt généralement l'histoire derrière les concepts du vivant et de son évolution. Voilou.